Manchester City est officiellement en crise. Le club citizen traverse sa pire période depuis le rachat par les Saoudiens et le cycle négatif semble interminable. Mais là où on pourrait penser que c'est simplement un petit passage négatif pour un gros club, Manchester City joue bien plus gros, puisqu'avec le dénouement du procès du siècle qui devrait avoir lieu dans les semaines à venir, Manchester City pourrait perdre énormément. Je vous propose ensemble de revenir sur les raisons du mal-être de Manchester City et les projections par rapport au procès qui fait tant parler. Allez, let's go. Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. Pour commencer par remettre un peu de contexte, Manchester City n'a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et dans le lot, il y a des résultats qui font vraiment pas le figure pour un club comme City. Il y a notamment la double défaite contre Tottenham en EFL Cup, mais surtout la grosse claque reçue à domicile 4-0, en plus par un club de Tottenham qui a vraiment du mal à exister contre les grosses équipes. On a aussi des résultats qui interrogent, le 4-1 au Sporting en Ligue des Champions qui fait très mal, le 3-3 contre Feyenoord toujours en Ligue des Champions dans un match absolument lunaire où City domine outrageusement et prend d'affilée 3 buts de gag facilement évitable, absolument lunaire ce match. Si vous n'avez pas vu les buts, allez les voir parce que ça n'a aucun sens. Donc voilà, des résultats qui font très mal quand on est un club comme City et qu'on ambitionne de remporter la Première Ligue, la Ligue des Champions, et malheureusement le cycle a l'air de continuer et de pas s'arrêter, et jusqu'où va aller City, jusqu'où va plonger le club. Mais surtout, il y a quelque chose de frappant et confirmé par les chiffres, c'est que Manchester City est une équipe moins dominante dans tous les domaines. J'ai pris quelques statistiques clés et j'ai comparé les performances de Manchester City en Première Ligue la saison dernière et la saison actuelle, et vous voyez que la saison actuelle, City est quasiment moins performant dans tous les domaines. En plus, il faut prendre en compte que les chiffres de la saison actuelle sont lissés par le fait que les premiers matchs de Manchester City en PL étaient pas si mauvais que ça. Si j'avais vraiment pris les chiffres à partir du 1er novembre et du calvaire de Manchester City, je pense que tous les chiffres auraient été beaucoup plus bas et beaucoup plus alarmants. Alors après, vous voyez, il y en a certains qui sont pas forcément très choquants, le nombre de tirs, le nombre de dribbles, il n'y a pas une différence majeure. Par contre, pour moi, il y en a deux qui parlent pour eux, c'est le nombre d'XG que Manchester City se procure dans un match. Là où la saison dernière, on était au-dessus de 2, on est descendu largement en dessous de 2 à 1,82. Et surtout, le nombre d'XG concédés, là où la saison dernière, City ne concédait que 0,8 XG par match. Là, on est passé au-dessus des 1, on est maintenant à 1,31. Et vous voyez que la différence entre XG que City se procure et les XG que City concède, elle est plus aussi flagrante qu'avant. On est à 1,82 contre 1,31, ce qui explique largement pourquoi City domine moins, pourquoi City concède plus et pourquoi City a beaucoup plus de mal à marquer des buts et donc des résultats négatifs. Du coup, maintenant qu'on a posé le contexte que tout le monde connaît, qui est que Manchester City est une équipe en difficulté, on va rentrer dans la partie plus intéressante de la vidéo, puisqu'on va voir tous ensemble pourquoi Manchester City est en difficulté, et je notais plein de choses que je pense hyper intéressantes. Et la première chose, je trouve ça assez paradoxal parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais c'est que le mercato d'été dernier de Manchester City, il est décevant. Alors oui, en termes de nom, au niveau des départs, t'as pas beaucoup de titulaires en puissance qui sont partis, mais t'as quand même le départ d'un Julian Alvarez qui officiait comme backup d'Erling Haaland et qui n'a pas été remplacé. Et surtout, en termes d'arrivée, pour un club comme Manchester City, qui est l'un des plus gros clubs du monde, je trouve que c'est très très léger. Tu as l'arrivée de Savio depuis Girona, le club cousin, mais Savio, c'est pas un joueur qui est prêt encore à être titulaire dans une équipe comme Manchester City sur des gros matchs. C'est un joueur qui doit être poli, qui doit progresser. Tu as l'arrivée de Gundogan libre. Alors oui, ça fait plaisir aux supporters de Manchester City parce que Gundogan était beaucoup apprécié lors de son premier passage à Manchester City, mais la vérité, c'est que si Hansi Flick et Barcelone a accepté de le laisser partir comme ça, c'est peut-être qu'il y avait une raison, et on le voit sur le terrain. Gundogan, physiquement, ça commence à être très compliqué, il pèse très peu dans les rencontres, il a finalement dû endosser le rôle de remplaçant de Rodri après sa blessure, et on voit que c'est clairement pas le même profil et qu'il est en difficulté. Donc en termes d'arrivée, pour un club comme City, ce mercato d'été, je le trouve ultra décevant, et je trouve que tu en payes le prix maintenant, après quelques mois. Maintenant, je vous propose de remonter les lignes du terrain une à une pour parler des petits sujets que j'avais envie d'aborder. Et le premier, c'est les gardiens, parce que je trouve ça très important. Pour moi, Manchester City n'a pas les gardiens à la hauteur de ses ambitions. Ederson, j'ai jamais été fan de ce gardien. C'est un gardien qui certes est très bon balle au pied pour un jeu comme Guardiola, qui aime bien relancer bas, c'est très important. Mais je considère que la qualité numéro 1 d'un gardien, ça doit être d'utiliser ses mains et d'arrêter des buts. Et Ederson, je trouve qu'il y a beaucoup de boulettes.
il est très rarement décisif sur sa ligne, donc je trouve que pour un club comme City, c'est pénalisant, et malheureusement, le backup Stéphane Ortega, c'est pas un mauvais gardien, c'est un gardien assez sympa sur sa ligne, mais je trouve que c'est pas un gardien qui est capable d'être titulaire indiscutable dans une équipe comme Manchester City, et d'ailleurs, ça se confirme au niveau des chiffres, puisque je vous ai sorti le classement des post-shot XG par 90 minutes en Premier League cette saison. Le post-shot XG, pour le résumer très brièvement, c'est la qualité des tirs que reçoit un gardien. En gros, un gardien qui est largement dans le positif, comme Hermansen, Fabianski, c'est un gardien qui arrête des tirs très compliqués et qui sauve des buts pour son équipe. Au contraire des gardiens largement dans le négatif, comme Areola et Sam Johnston, c'est des gardiens qui sont très peu efficaces sur leur ligne et qui concèdent beaucoup plus de buts que prévu et qui du coup ont des lacunes sur leur ligne. Et justement, pour les deux gardiens de City, parce que c'est les deux qui nous intéressent, et ben ce qu'on constate, c'est que c'est des gardiens un peu mid, c'est des gardiens qui font pas de grosses différences sur leur ligne. Alors oui, c'est pas des mauvais gardiens en somme, parce qu'ils n'ont pas des chiffres alarmants, mais quand tu es un club comme City, que tu as des ambitions sportives de gagner la Première Ligue et la Ligue des Champions toutes les saisons quand tu démarres la saison, et ben avoir des gardiens un peu mid, je trouve que c'est faiblard. Pour moi, il faudrait des gardiens qui font peur, qui sauvent des buts régulièrement et où tu dis ouais, ce gardien il fait la différence. Tu vois, je prends l'exemple d'un Courtois au Real Madrid. On compte plus le nombre de matchs où le Real Madrid gagne un peu à l'arraché et où c'est Courtois l'homme du match parce que le mec a sauvé 2 buts. J'ai pas beaucoup d'exemples de matchs où on se dit ah ouais, Ortega ou Ederson ils ont fait une différence de fou et si Manchester City gagne c'est parce que ces deux mecs là ont été bons et la différence je la trouve majeure sur ce point là et pour moi City doit aller chercher plus haut en termes de gardiens. Et si justement Manchester City a envie de corriger ça, pour moi il y a des moyens de le faire. Déjà l'été prochain, si l'Arabie Saoudite revient à la charge pour Ederson, je le laisse partir volontiers contre un chèque et je confie pas la place de numéro 1 à Stéphane Ortega parce que je trouve qu'il est trop juste pour ce poste. Et au niveau des pistes, il y a des choses à faire. Tu vois, tu as un Diogo Costa qui végète un peu au FC Porto depuis des années et qui, je suis sûr, attend de passer à l'étape supérieure et de rejoindre un grand championnat. C'est un gardien prometteur, peut-être l'un des meilleurs gardiens à son âge. Je trouve que Manchester City, ça pourrait être une piste intéressante. Mais si tu as envie d'aller plus sur des gardiens confirmés et expérimentés qui ont l'habitude de la Coupe d'Europe, t'as 2 pistes que je juge intéressantes. La première, c'est Kobel à Dortmund, que je trouve monstrueux à Dortmund. Pour moi, il réalise des performances très satisfaisantes et je pense qu'un club comme City pourrait se pencher sur son profil. Et t'as aussi évidemment Mike Maignan. On sait que le Milan AC, niveau financier, sportif, c'est peut-être un peu compliqué cette saison. Est-ce que si City fait pas une offre avec un salaire conséquent à Mike Maignan, tu peux pas l'attirer? Et pour moi, si tu vas chercher ces gardiens-là, t'es quand même sur une plus-value majeure sur ta ligne par rapport à des Ederson et des Stéphane Ortega qui peuvent t'apporter un peu plus de sérénité défensive. Puisqu'on parle de la défense, ça va me permettre d'enchaîner avec un des gros points noirs dans ce secteur pour Manchester City, c'est Kyle Walker. Alors, immense respect à Kyle Walker, c'est bien évidemment une légende de Manchester City, mais je me rappelle, j'en parlais avec des amis il y a quelques mois et je leur avais dit, moi Kyle Walker, je l'aime bien en somme, mais je trouve qu'il est complètement dépassé et en fait c'est très souvent qu'il se fait mélanger par l'ailier adverse et qu'il arrive un peu miraculeusement à sauver les meubles parce qu'il est très rapide et ça lui permet de couvrir la profondeur, mais en vrai il y a beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop d'errements, des hors-jeux couverts de manière lunaire, son coup de pied arrêté il a l'air complètement perdu. Je pense que si Manchester City a envie de retrouver un cycle positif, il faut tourner la page Kyle Walker, il faut passer à autre chose. On a vu que Rico Lewis, c'était peut-être un peu compliqué sur ses premières titularisations, mais c'est normal, il est encore jeune. Et justement, on parlait du mercato décevant tout à l'heure, c'est là que je comprends pas du tout le prêt avec option d'achat de Yann Couto à Dortmund. Le mec avait réalisé une saison très solide avec Girona en Liga la saison dernière, et moi je le voyais avoir une place à Manchester City, dans la rotation avec Walker, un profil un peu différent, plus jeune, plus fringant. Je vous avoue que le prêt avec option d'achat de Yann Couto, je comprends pas parce que pour moi il rentrait parfaitement dans la planification sportive de Manchester City. Donc pour moi c'est assez incompréhensible ce choix parce que du coup tu te retrouves un peu coincé avec Walker et Lewis mais qui a pas l'air encore prêt à endosser ce rôle de titulaire et en fait t'as un vrai manquement dans ta défense à ce poste de latéral droit. Maintenant si on veut parler du milieu de terrain, on va être obligé de parler de Rodri et de sa blessure évidemment. Alors on voit beaucoup de choses passer sur l'absence de Rodri, il y a pas mal de gens qui disent non mais c'est pas son absence qui fait que Manchester City n'arrive plus à gagner un match, c'était pas un joueur si important que ça, et je pense qu'on sous-estime énormément l'importance de Rodri dans le collectif de Pep Guardiola,
Alors certes, c'est pas un mec qui va te mettre 15 buts par saison et qui va être ultra décisif, et en général, quand on parle de joueurs qui sont pas décisifs, on a toujours tendance à minimiser leur impact, mais Rodri, c'est un vrai métronome au milieu de terrain, c'est un mec qui régule ta défense, qui régule ton attaque, c'est un profil vraiment primordial pour Pep Guardiola. C'est un peu quand on parle du Real Madrid avec et sans Toni Kroos, tu vois, Toni Kroos, c'est pas un mec qui te mettait 15 buts par saison, mais quand le mec a pris sa retraite, les premiers matchs de la saison de Real Madrid, on a senti qu'il manquait ce profil-là au milieu de terrain, et je pense qu'il manque toujours au Real Madrid, et Rodri c'est pareil. Et justement, si on regarde les chiffres de Manchester City avec et sans Rodri, c'est assez parlant. Avec Rodri, on est sur 39 victoires, 13 nuls, 1 défaite, 2,45 points par match. Là où sans Rodri, on passe à 14 victoires, 5 nuls et 13 défaites, 1,47 points par match. C'est des statistiques que j'ai pris depuis le début de saison dernière, donc 1 an et demi jusque-là. Donc c'est des chiffres qui sont assez parlants, et quand on voit ces chiffres, on ne peut pas minimiser l'importance de Rodri dans le collectif de Manchester City, c'est pas possible. Et il suffit de regarder les statistiques pour le constater. J'ai pris la saison dernière de Rodri en Première Ligue, vous connaissez maintenant ce graphe, et quand vous voyez que tous les indicateurs de passes, passes longues, passes en avant, passes progressives, le nombre de passes réceptionnées, même les courses progressives ou les actions offensives, pour un mec comme Rodri, c'est démentiel de voir quasiment toutes les catégories à 100 dans ce domaine-là. C'est là que tu vois que le mec est ultra précieux et apportait toute une régulation au milieu de terrain, que ce soit défensivement et offensivement. Alors oui, ces statistiques défensives, elles sont pas démentielles, mais il faut prendre en compte que Manchester City avait quasiment 65-70% de possession de balle, donc forcément un milieu de terrain qui évolue dans une équipe comme Manchester City, il va avoir très peu d'interventions défensives à faire. Mais le profil de Rodri, il était indispensable. Alors oui, je dis pas que c'est la seule raison, et que si Rodri était là, Manchester City irait très bien, mais je trouve lunaire de minimiser l'impact que peut avoir la blessure de Rodri dans le collectif de Manchester City. Rodri blessé, il faut pas être fataliste, il faut essayer de résoudre ce problème en trouvant un remplaçant. Et on parlait de mercato décevant, pour moi il est aussi décevant parce que je ne comprends pas pourquoi Manchester City a pas fait péter la clause, ou au moins fait le forcing pour recruter Bruno Guimaraes l'été dernier. Pour moi, c'est le milieu parfait pour Manchester City, que ce soit pour potentiellement remplacer Rodri, mais aussi pour combiner avec lui. Guimaraes, c'est un milieu que je considère couteau suisse, tu peux le placer en numéro 6, en numéro 8, voire même en numéro 10, c'est un mec défensivement, il va récupérer beaucoup de ballons, il va être capable de créer des passes pour faire monter le bloc adverse, balle au pied, c'est très dur de lui récupérer le ballon, il est capable de créer des occasions dans le dernier tiers, voilà, c'est un milieu de terrain qui pour moi est capable de tout faire, et je comprends pas pourquoi un City s'est pas jeté sur son profil l'été dernier quand Newcastle avait peut-être des petites difficultés financières, parce que maintenant, aller chercher un Guimaraes là où Newcastle sportivement ça va un peu mieux, ils ont retrouvé des ambitions européennes, peut-être de se qualifier en Ligue des Champions, je vois pas comment Newcastle peut lâcher un Guimaraes cet hiver à Manchester City, et c'est là qu'on parlait de mercato décevant, c'est qu'est-ce que va faire City pendant ce mercato d'hiver, parce que des profils que City est capable de recruter et qui apporteraient une vraie plus-value à son effectif en janvier, et je pense que ça va être très très compliqué pour eux. Mais si on doit rester sur le milieu de terrain, on peut bien évidemment parler de Kevin De Bruyne. Alors Kevin De Bruyne, le sujet, je le trouve très complexe, parce que statistiquement et sur le terrain, quand il joue, c'est peut-être toujours le meilleur créateur de Première Ligue, mais je trouve qu'il y a un peu un malaise général avec Kevin De Bruyne. Physiquement, il se blesse de plus en plus souvent, il a du mal à enchaîner les matchs, il y a quelques gros matchs où il n'est pas aligné, où on se demande un peu pourquoi, on n'a pas d'explication claire de Pep Guardiola, il y a l'imbroglio en plus avec l'équipe nationale belge et Domenico Tedesco qui a l'air de lui peser moralement, psychologiquement, c'est très compliqué, et l'été prochain, je pense qu'on est à la croisée des chemins pour Kevin De Bruyne, et je ne serais pas étonné que l'été prochain, il envoie un peu tout en l'air et il se dise, pour moi le football européen c'est bon, j'en ai ma claque, c'est terminé, je pars en MLS, à parler de San Diego notamment, ou alors en Arabie Saoudite, je touche un très beau chèque et je vis ma pré-retraite dorée, parce que j'ai l'impression en fait qu'il y a un ras-le-bol, une usure pour Kevin De Bruyne d'avoir peut-être trop joué, je sais pas, mais je trouve qu'il est plus dedans, qu'il est un peu à côté de ses pompes, et qu'il est plus capable de faire l'effort pour... En fait, je pense que c'est pas par lui que va passer le salut de Manchester City. Je le trouve usé, et je le trouve blasé, et je pense que c'est le genre de mec qui, dans l'état actuel, plombe encore plus l'effectif plutôt qu'il le relève de par son attitude. Et il y a un autre sujet complexe à Manchester City, c'est Phil Foden. Je pense qu'on a tous constaté que Phil Foden était fantomatique sur le terrain en ce début de saison.
Je vous ai d'ailleurs mis une comparaison de ses statistiques la saison dernière et cette saison en Première Ligue. C'est assez équivoque, hein. Cette saison, c'est un fantôme sur le terrain. Alors, il y a eu une histoire en début de saison, il était malade, il a raté plein de matchs, il a pris du temps à revenir dans le 11. Je me rappelle qu'il était revenu à l'entraînement, mais Pep Guardiola a pris beaucoup de temps avant de le retitulariser. C'est assez bizarre ce qui se passe autour de Phil Foden. Très honnêtement, je serais incapable de l'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est sur le terrain, c'est son frère ou son cousin qui joue. Enfin, c'est un truc de fou. Parce que là où la saison dernière, il était resplendissant, il débloquait des situations grâce à sa qualité de frappe. Là, cette saison, il traverse les matchs où tu te dis, mais est-ce que c'est le même Phil Foden? Il crée pas grand-chose, il a du mal à débloquer des situations, il en a quasiment débloqué aucune. C'est assez fou de voir un joueur qui marchait sur l'eau la saison dernière être autant dans le fond du trou cette saison, et on peut se demander, est-ce qu'il traîne peut-être pas un truc plus grave, une maladie un peu long terme, je parle pas d'un truc grave ou quoi que ce soit, hein, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il n'est pas impacté physiquement par un truc dont on n'a pas connaissance? Enfin, je sais pas, je trouve que Phil Foden, c'est la différence de niveau entre cette saison et la saison dernière. Pour moi, il y a un truc forcément, c'est pas possible que le mec ait perdu tout son niveau en 6 mois comme ça par magie. Et pour terminer les analyses individuelles, on est obligé de parler d'Erling Haaland. Pour moi, Haaland, c'est un peu le dilemme de l'œuf ou la poule. Vous avez des gens qui vont dire non mais Erling Haaland est pas bon à cause de Manchester City, et t'as au contraire des gens qui vont dire non mais Manchester City est pas bon à cause d'Erling Haaland. Et je vous avoue que personnellement, jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais plutôt d'avis de dire qu'en fait Erling Haaland est pas adapté à Manchester City et au jeu de Pep Guardiola. Erling Haaland, c'est un mec qui est puissant, véloce, tueur devant la cage, il ferait 10 000 fois plus de dégâts dans une équipe de transition qui aurait des espaces défensifs à exploiter. Là, à Manchester City, il est cantonné au rôle de pur numéro 9 dans la surface, il doit toucher 10 ballons par match, dont 2 qui soient exploitables. Pour moi, tu gâches un peu un profil comme Erling Haaland. Mais depuis quelques semaines, il y a quand même un vrai déficit dans le jeu d'Erling Haaland, et il pèse trop peu dans les rencontres. Je vous ai fait un comparatif de ses statistiques avant le 1er novembre 2024 et après le 1er novembre 2024. Vous voyez que c'est assez frappant. Avant le 1er novembre 2024, il pesait dans le jeu au niveau des dribbles, des duels offensifs, des touches de balle dans la surface, il tirait beaucoup. Depuis le 1er novembre 2024, il tire très peu, il est très peu impactant dans le jeu, et c'est vraiment un poids mort pour Manchester City. Mais là où c'est le plus choquant et le plus dommage pour City, c'est au niveau de la finition, parce que Erling Haaland, tu vas pas lui demander de toucher 45 ballons par match, de décrocher, non, tu vas lui demander de marquer. Et avant le 1er novembre 2024, ça allait très bien, je vous mets deux graphiques, les graphiques de la finition d'Haaland avant le 1er novembre 2024 et après le 1er novembre 2024. Avant le 1er novembre 2024, tout allait bien, 10 buts pour 7,67 XG, un buteur qui surperforme ses XG pour un mec comme Erling Haaland, buteur de classe mondiale, c'est pas du tout choquant. Par contre, depuis le 1er novembre 2024, on est à seulement 2 buts pour 6,3 XG. Pour un mec comme Erling Haaland, buteur de classe mondiale, c'est très très inquiétant. Un mec comme Haaland, il doit constamment surperformer ses XG. Et quand il a des positions favorables devant la cage, je précise que c'est hors penalty, hein, tous ces XG évidemment, donc les penalties ne sont pas comptés. Donc voilà, c'est très alarmant pour un mec comme Erling Haaland. Et si Manchester City a du mal dans le jeu et en plus du mal à convertir ses occasions, bah, c'est un cocktail détonnant qui en fait que tu n'arrives plus à gagner un match et que tu as du mal à t'imposer même contre des équipes de faible qualité. Donc Erling Haaland va devoir se réveiller, mais on en parlait aussi en début de vidéo, le mercato décevant, il impacte là-dessus, parce que Erling Haaland, il a absolument aucun backup, et Pep Guardiola est quasiment obligé, contraint de le faire jouer tous les matchs, alors que le mec a peut-être besoin de respirer, besoin de décompresser, de penser à autre chose. Là, il enchaîne tous les matchs dans un cercle négatif, c'est ultra compliqué pour un buteur qui perd un peu confiance, et tout ça dépend aussi du mercato, du fait que Julian Alvarez a été vendu et n'a pas été remplacé. Ça impacte directement les performances d'Erling Haaland selon moi. On a parlé des joueurs, mais on va aussi évidemment parler de l'entraîneur Pep Guardiola, et pour moi, il y a deux problèmes qui se posent dans ce cycle négatif par rapport à Pep Guardiola. Le premier, ça va paraître absolument tout con et ça va peut-être vous faire rire, mais c'est que Pep Guardiola n'a pas l'habitude de perdre. Et oui, parce que historiquement, Guardiola, il a toujours été dans des effectifs qui gagnaient beaucoup. À Barcelone, il est arrivé, il a tout de suite trouvé le succès, on était à 2,36 points par match. Au Bayern Munich, il est arrivé dans une équipe qui était déjà ultra dominante en Bundesliga, c'était 2,41 points par match. Manchester City, pareil, ça a très vite roulé avec des investissements financiers colossaux, 2,30 points par match. Donc en fait, Pep Guardiola, il ne sait pas perdre. Et quand vous êtes dans un cycle négatif où vous enchaînez les contre-performances, on le voit avec les rations de Pep Guardiola, il a l'air complètement perdu. Là où tu as des entraîneurs qui historiquement sont des entraîneurs capables de renverser la tendance, qui connaissent les effectifs un peu en difficulté, Pep Guardiola, il a jamais connu ça de sa carrière.
Et je le répète, mais on le voit, il a l'air complètement perdu, désabusé, il sait pas trop comment fonctionner, ses choix tactiques, ça fonctionne pas. Et je pense que dans un cycle négatif, un mec comme Pep Guardiola, il est en train de connaître le premier de sa carrière, et on le voit, et je sais pas à quel moment il va être capable de changer les choses, d'inverser la tendance par rapport à son effectif, d'être impactant psychologiquement et moralement pour des joueurs qui ont beaucoup de mal à revenir à leur meilleur niveau. Je pense que c'est un vrai problème pour Manchester City. Et le deuxième problème qui va se poser à Manchester City avec Pep Guardiola, selon moi, c'est que Guardiola, je le range dans la catégorie des entraîneurs dogmatiques. Ça va surprendre personne. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, un entraîneur dogmatique, c'est un entraîneur qui a un style de jeu très clair, très défini, des propositions fortes, et qu'il applique un peu en fermant les yeux à tous ses effectifs, peu importe les joueurs qu'il a sous la main. Et Guardiola, pour moi, c'est exactement ça. Il a une vision forte du football, il l'a appliqué à Barcelone, quand il est arrivé au Bayern Munich, il l'a appliqué au Bayern Munich, quand il est arrivé à Manchester City, il l'a appliqué à Manchester City, peu importe les joueurs qu'il avait sous la main, et s'il avait besoin de joueurs, il est allé acheter des joueurs qui correspondaient au jeu qu'il voulait proposer. Et le problème de ça, c'est que tant que ça marche très bien, tout roule. Par contre, dès que la machine commence à s'enrayer, et bah parfois s'enfermer dans ses schémas de jeu, dans sa façon de voir le football, et bah ça peut ne pas fonctionner. Et ce qu'on est en train de connaître avec Manchester City, peut-être que Manchester City aurait besoin de changer quelque chose, de moins avoir la possession de balle, de jouer un peu plus en transition, et ça, je suis pas sûr que Pep Guardiola ce soit quelque chose qu'il soit capable de faire. Pour moi, il voit le football d'une façon, et ça va être très très compliqué pour lui de dire, bon ok, la façon actuelle ça va peut-être pas très bien, il faut que je change certaines choses, et que je vois le football différemment. Et ça, quand tu es dans un cercle négatif, bah, je pense que ça peut encore plus renforcer le cercle négatif, parce que tu t'enfonces dans tes certitudes, et t'arrives pas à sortir de tout ça. Et je pense que c'est un vrai problème pour un entraîneur comme Guardiola, dans un contexte négatif comme celui qu'on connaît à Manchester City actuellement. Manchester City va devoir très rapidement relever la tête parce qu'il y a un affrontement important qui arrive. C'est bien évidemment le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le 22e contre le 25e, deux équipes qui n'ont rien à faire là sur le papier. C'est un peu le match de la peur, hein. Voilà, l'équipe qui perd ce match-là va compromettre ses chances de qualification et sera contrainte un peu à l'exploit sur le dernier match et à aller chercher vraiment sa survie au dernier moment. Ça va être un match très important, un match forcément très intéressant, surtout que je le rappelle, s'il y a des recrues qui sont faites au mois de janvier, ces recrues-là ne pourront pas jouer ce match-là, puisque les listes pour les matchs de poule de Ligue des Champions ont été définies en début de saison, et elles ne peuvent pas être modifiées avant les potentiels barrages ou huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, ça va être un affrontement d'une équipe de City qui est vraiment malade. Est-ce que le Paris Saint-Germain va arriver à enfoncer cette équipe ? Pour Paris, je ne suis pas forcément sûr que la bonne stratégie, ce soit de vouloir défier Guardiola sur son terrain de la possession. Franchement, si je serais le Paris, je laisserais un peu le ballon à Manchester City, parce qu'on a vu que cette saison, quand ils avaient le ballon, ils n'étaient pas capables d'en faire grand-chose. Si tu défies Manchester City sur le combat de la possession et que tu leur offres des espaces dans ton dos défensivement, ça risque de faire mal. Donc je suis curieux de voir comment Luis Enrique et Pep Guardiola vont entrevoir cet affrontement. Est-ce qu'il y en a un qui va accepter de laisser un peu ses principes de jeu de côté ? Franchement, ça risque d'être très très intéressant à suivre. Mais pour terminer, on est obligé de parler du fameux procès du siècle. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, c'est un procès initié par la Première Ligue contre Manchester City avec 115 actes d'accusation, donc c'est énorme, hein. Globalement pour des contournements des règles financières entre 2019 et 2018, mais surtout le verdict il est attendu début 2025, dans les semaines à venir, les plaidoiries ont été terminées, donc on devrait très rapidement avoir un jugement, en sachant que l'APL ou Manchester City pourra faire appel si la sanction ne leur convient pas, mais ce qui va nous intéresser c'est qu'est-ce que risque Manchester City, parce que pour rappel, Everton, il y a 2 ans, avait pris 6 points de pénalité, pareil pour des contournements de règles financières, mais on était très très loin de la grandeur du procès de celui de Manchester City. Donc les sanctions possibles, ça peut aller de la réprimande, mais à la déduction de points, à la rétrogradation automatique de Manchester City en Championship, et voire même de l'exclusion des compétitions européennes. Donc Manchester City joue très très gros, et si on parle de la déduction de points, c'est là que je trouve intéressant, parce que quand Manchester City était largement en tête de Première Ligue, la déduction de points, à part une énorme déduction de points, le club risquait pas grand-chose à part ne pas se qualifier en compétition européenne. Mais maintenant que le club a du mal à gagner des matchs, si tu as une déduction de points de 20-25 points qui fait très mal, tu peux te retrouver en fin fond de classement, et ça peut être très compliqué de remonter. Surtout qu'on parlait du mercato, par exemple un Guimarães, est-ce qu'un Guimarães en janvier il va avoir envie de venir à City alors qu'il y a le verdict de ce procès qui n'est pas encore tombé et qui peut quasiment condamner City à la Championship? Je pense que pour recruter des joueurs c'est très compliqué parce que tu as un contexte qui est inconnu et pas du tout favorable, et un Guimarães je pense qu'il a aucun intérêt à venir à City en janvier,
sans savoir ce que peut devenir le club, alors que son club Newcastle lutte pour une qualification européenne. Donc franchement, City, je trouve qu'ils sont dans une impasse ultra compliquée parce que sportivement ça va pas, et ils ont cette affaire un peu comme une épée de Damoclès, qui leur empêche de faire des gros transferts et qui jette le doute sur les potentiels joueurs qui pourraient être intéressés par Manchester City. Donc je suis très curieux de voir quand aura lieu le verdict. Est-ce qu'il aura lieu début janvier, fin janvier? Mais je pense que ça va vraiment impacter le mercato de Manchester City, et je suis curieux de voir comment ils peuvent s'en sortir, aussi bien sportivement que moralement, psychologiquement, parce que c'est une situation inédite pour le club, et je sais pas comment ils vont s'en sortir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé, c'était peut-être un peu dense, il y avait pas mal de petits items dont je voulais parler à propos de Manchester City, et je me disais ça pourrait être sympa de tous les évoquer dans une vidéo, donc j'espère que c'était quand même assez clair et assez compréhensible. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça fait très plaisir, et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!